Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 6. Malgré ses qualités, votre livre ne nous a pas paru convenir à notre ligne éditoriale. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Nous venons donc de battre le record de la longueur du titre, mais c'est la formule qu'on reçoit de manière assez régulière quand on a une lettre de refus de manuscrit, et donc on pensait parler justement des questions de refus, après avoir parlé de la soumission, et de la question plus vaste de l'éditorial qui parfois est assez mal cernée. C'est cette formule-là, donc malgré ses qualités, votre livre ne nous a pas paru convenir à notre ligne éditoriale. Elle apparaît quasiment dans toutes les lettres de refus. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait ? Je sais que beaucoup de débutants sont braqués par cette formule, un peu échaudés par les refus, et pensent que c'est une excuse facile pour juste pas dire on n'a pas lu, ce qui n'est pas vrai. On a souvent du mal à leur expliquer quand on discute que justement la ligne éditoriale a une fonction très précise. Elle en a même plusieurs en fait. On a un peu abordé ça dans l'épisode précédent, mais publier, c'est pas juste caser son bouquin à tout prix, c'est trouver le bon éditeur avec lequel on va pouvoir travailler. Moi, la ligne, je dirais qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit tout de suite. La première, c'est qu'une ligne éditoriale, elle identifie le livre par rapport à ses lecteurs déjà. C'est qu'elle nous dit, voilà, si c'est paru chez tel éditeur, ça va être de la littérature très pointue, très expérimentale. Chez tel autre éditeur, on va être vraiment dans le populaire, le divertissement. Si on publie un livre qui appartient à l'une de ces catégories chez l'autre, soit le livre ne va pas trouver son public, risque de ne pas le trouver en tout cas, parce que les lecteurs vont pas le chercher là, et que les lecteurs habituels de la ligne peuvent être un peu désarçonnés. Pour moi, il y a une fonction d'identifier et déjà de dire quelque chose sur le livre, et de l'aider à trouver son lecteur. Et après, moi, il y a une deuxième chose que je vois, c'est la ligne éditoriale. Elle définit les limites de ce que l'éditeur sait défendre. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je suis à l'aise pour défendre ce genre de choses parce que je l'ai déjà fait, je suis très bon pour ça, j'ai les capacités pour ça. Si j'accepte un livre qui est en dehors de ça, je suis pas tout à fait sûre que je sois la bonne personne pour. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé encore assez récemment, donc c'est pas juste un prétexte pour pas dire les manuscrits. J'ai eu un cas où un texte soumis à un éditeur, il m'a dit, je suis très emballée par ce texte, mais je suis désolée, je ne sais pas comment le prendre. C'est pas moi qui vais savoir comment porter ce livre vers ses lecteurs. Donc pour moi, il y a très fort cette dimension-là. Et la ligne éditoriale, c'est pas simplement quelque chose qu'on oppose aux débutants. Je pense que vous serez d'accord avec moi, on s'y heurte tous assez régulièrement. Complètement. Ça m'est arrivé par exemple quand j'ai commencé, juste avant que je publie Léviathan chez Don Quichotte. À la base, on était parti pour publier des bouquins de l'univers d'Evan et Gir. On a commencé un peu à bosser là-dessus. On a bossé notamment sur Port-d'Âme et on s'était dit que on est arrivé au bout d'un moment, au bout de à peu près 2-3 semaines de discussion, finalement, c'était pas le bouquin qui convenait mutuellement à faire pour ce projet-là. Je crois que j'avais raconté ça dans les épisodes précédents. L'éditrice avait trouvé que c'était un gage de qualité et de fiabilité de ma part, que je lui dise, écoutez, je pense, ce qu'elle sentait elle de son côté, vous savez, on a envie de bosser ensemble, mais c'est probablement pas un bon projet. Et elle a plutôt apprécié que je puisse lui dire non, plutôt que j'essaye de publier un bouquin à tout prix là-bas. Donc, la ligne éditoriale, c'est aussi une question de rencontre, et c'est pour ça que la formule comporte aussi l'expression malgré ses qualités, parce qu'il y a toujours des qualités dans un manuscrit, sauf que c'est une manière de l'éditeur de dire c'est peut-être très bien, mais je ne suis pas capable de le juger, je ne suis pas capable de le comprendre, je ne suis pas capable de le recevoir, et donc c'est pas un bon mariage, en un sens. Alors, comment on cerne la ligne éditoriale ? Comment on fait pour éviter de recevoir ce genre de formule ? C'est une vaste question, parce qu'en plus c'est quelque chose d'assez assez insaisissable. Et parfois, quand on se trouve avec un livre qui justement ne rentre pas dans une case bien précise, c'est assez compliqué de chercher quel aspect du livre finalement on va mettre en avant et essayer de faire se produire la rencontre. Même au bout de pas mal d'années de publication, ça reste quelque chose d'un peu compliqué. C'est empirique. Moi, je me suis cassé les dents justement à cause de ça, parce qu'on est affaire à des personnes. Par exemple, ça m'est arrivé, alors pour le coup, moi je cible énormément. J'ai la chance de publier dans des genres très définis où on ne peut pas vraiment se tromper dans la cible, on va dire, parce que la cible, elle est très réduite. Mais même comme ça, et même pour des auteurs confirmés, on peut se prendre un manuscrit dans les dents, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, et l'expérience est toujours désagréable quand même. Je crois que finalement, ce qui reste le plus désagréable, c'est de ne pas avoir de nom ferme et définitif tout de suite. Sur un de mes titres, ça avait duré 1 an, où le téléphone ne répondait pas. ça, c'est très dur, oui. Ça, c'est assez désagréable. On parlait de patience. Voilà, exactement. Donc, voilà. Par exemple, il y a des éditeurs, plus encore quand c'est un auteur qui a déjà publié, auquel ils veulent pas dire non, justement, parce que c'est désagréable aussi pour eux d'avoir à dire non.
Il y a aussi une histoire de feeling. Par exemple, moi, ça m'est arrivé chez un éditeur où le directeur de collection, ouais, il trouvait ça, c'était éditable, mais ça lui plaisait pas, quoi. Et alors moi, c'était très déstabilisant pour moi parce que pour moi, le bouquin, je le jugeais à l'époque éditable, mais après m'être fait signifier un refus qui était pas vraiment argumenté, en fait, parce que c'était justement dans le feeling. Du coup, je me suis mis à avoir... en fait, on ne sait pas si le texte il vaut quelque chose ou rien du tout. Et au bout d'un moment, alors, ce texte-là, je l'ai reproposé ailleurs, et là, j'ai eu un deuxième refus. Tout aussi peu motivé. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'ai compris, le bouquin ne vaut rien, quoi. Si deux éditeurs, en plus des éditeurs qui me connaissaient, etc., me disent non, c'est que le bouquin, il est pas éditable, quoi, tout simplement. Il a trop de défauts, des défauts qui sont trop dilués pour pouvoir être réparés, quoi. Le bouquin, il est au-delà d'un travail de correction. Et donc, le bouquin, pendant 1 ou 2 ans, il est resté au fond d'un tiroir et je l'ai oublié. Et en fait, c'est en discutant avec un troisième éditeur, qui se plaignait du fait qu'il y avait très peu de bouquins de space opéra soumis à des comités de lecture. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Ah, mais j'ai un space opéra, mais je te préviens, il a été refusé 2 fois. Je suis pas sûr du tout qu'il soit même éditable. T'as fait ce que t'as dit qu'il fallait qu'il fallait pas faire. Ouais, exactement. Ouais, non, mais tout à fait. Silence, on n'a rien dit. Pardon. Et là, je lui ai envoyé et le bouquin a été accepté dans la semaine. Et depuis, le bouquin, il a été réédité 2 fois. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas une science exacte. Voilà. C'est tout sauf une science exacte, oui. Et ce que je voulais ajouter, ce qui est intéressant avec les refus et les arguments qui nous sont donnés quand on a des arguments et pas une simple formule, c'est qu'au bout d'un moment, on a jugé. Alors, c'est plus facile si on en a plusieurs, mais dans quelle mesure le refus vient du fait qu'il y a effectivement un problème. Et comme tu dis, si plusieurs personnes refusent et que l'argument revient, c'est un problème. Oui, quand même. Moi, la dernière fois en date où j'ai eu un refus sur un texte qui est un peu hybride et que je savais pas trop où placer, et donc j'ai essayé à différentes portes, j'ai eu un refus très argumenté, très intéressant. Je comprenais à 100% les arguments de la personne qui refusait ce texte, mais j'en suis sortie avec l'impression de me dire, bon, je comprends tout à fait pourquoi on me le refuse, mais je pense que c'est parce que cette personne avait des attentes par rapport à la forme de ce texte qui ne sont pas ma démarche. On attendait quelque chose de ce texte qui n'est pas ce que moi j'ai voulu en faire, donc j'accepte tout à fait ce qui m'est dit, mais je pense que là on est dans une sortie de ligne, je dirais. C'est le texte n'a pas été refusé, je pense, parce qu'il était mauvais, mais parce que la personne en face en attendait autre chose. Et là on est vraiment dans le cas de refus parce que ce n'était pas la ligne. On parlait un peu dans un épisode précédent du fait que l'écriture, quand on écrit, on a forcément une espèce de choix esthétique à tous les niveaux, sur la manière de ce que doit être une bonne histoire, qu'on essaie de réaliser au mieux de ses moyens. L'éditorial, c'est un peu la même chose, c'est un choix esthétique à la fois qui vient du goût, puisque forcément ça vient de là, mais aussi une forme l'éditeur, il propose la littérature qui lui plaît, et il espère que ça va rencontrer l'économie, et qu'il va pouvoir en vendre et au moins gagner sa vie avec. Donc pour la cerner, on vit quand même une époque très connectée où on a beaucoup de chance parce que, par exemple, beaucoup d'éditeurs sont sur les réseaux sociaux, sont sur des réseaux comme Twitter. On a quand même de plus en plus de festivals où les festivals aussi laissent de plus en plus la parole aux éditeurs et à la manière dont ils fonctionnent. Donc on peut les entendre discuter aussi sur leur manière de voir la littérature et de ce qu'ils veulent publier, de comment ils voient les choses, et ça permet simplement aussi de voir si l'approche qu'ils ont est compatible avec celle qu'on a. Alors on se dit, ah là là, mon Dieu, mais peut-être que le chèque d'avance n'est pas compatible. Oui, mais en même temps, il vaut mieux publier un bouquin dont on soit content, dans une structure qu'il aime et qui va le défendre. C'est ça le bon mariage éditorial. Alors l'argent est important, mais bon... D'expérience, parfois, il se passe plus de choses chez un éditeur, je dirais plus confidentiel, mais qui a un enthousiasme, qui a un feeling sur la manière de pousser le livre et où on sent que, bon, là, il y a quelque chose à tenter, que chez un très gros éditeur qui a les moyens d'arroser toutes les librairies, tous les salons, de répandre le livre partout, mais s'il ne sait pas comment donner envie au lecteur et s'il ne sait pas comment faire ce lien, comment créer ce lien avec le lecteur, parfois, il se passe rien du tout, là où un éditeur avec des moyens beaucoup plus modestes va trouver le truc. Va trouver les mots et la manière pour le faire. Le boulot, on en a parlé, le boulot de l'éditeur, et c'est le destin qu'on peut souhaiter à un livre, c'est de rencontrer son public. Il peut jamais rencontrer le monde entier, c'est impossible. Donc le bon éditeur et l'éditorial, c'est aussi, je vais pouvoir parler à des gens qui sont susceptibles d'apprécier ce que vous avez fait. Et c'est bien ce que tout le monde souhaite, en réalité. Donc ça se cerne aussi, on parlait de l'importance de lire, là aussi il y a du travail de veille, pour essayer de comprendre. Je pense que le premier objectif, c'est quels sont les auteurs fétiches. On peut constater en général de manière assez amusante qu'ils sont, quand on a un goût assez formé sur la littérature, bizarrement, les auteurs qu'on aime sont fréquemment dans le même genre de collection, en fait.
ou presque tous chez les mêmes éditeurs. C'est pas nécessairement un hasard non plus. Hein. Ce qui me fait penser que quand j'ai voulu commencer à placer mes premiers textes, il y avait une collection qui était faite pour moi, une collection où je savais que c'était là qu'étaient tous les auteurs que je voulais, c'était là que je voulais aller. C'était le Présence et Présence du Fantastique chez De Noël. Et la collection s'est arrêtée avant même que je puisse commencer à soumettre mes textes. Et c'est dommage parce que c'était vraiment tout trouvé. Comme quoi tu as fait perdurer la ligne éditoriale malgré l'éditeur. Un truc qu'on pourrait dire sur le retour négatif, on a mentionné les histoires de lettres circulaires, on pourrait dire aussi que parfois on reçoit des retours mais qui sont argumentés et qui ne sont pas la formule circulaire. Et ça, c'est assez peu dit, mais c'est vraiment à prendre comme un compliment en fait. C'est-à-dire que si un éditeur prend soin d'écrire une lettre argumentée en disant « j'ai pas pris votre bouquin, mais j'ai aimé tel truc et telle chose était plutôt réussie », s'il prend le temps, vu la quantité de bouquins qu'il reçoit, de faire ça, c'est un encouragement et c'est une manière, d'affois ils le disent même explicitement, c'est une invitation à dire on pense que vous avez un truc, ou en tout cas on pense que on pourrait bien s'entendre, c'est pas encore mûr, mais persistez et renvoyez-nous quelque chose, parce que vous nous intéressez. Il y a encore trop de boulot, mais... Renvoyez-nous quelque chose, mais de préférence pas des menaces. Et ne nous appelez pas toutes les 5 minutes. Soit ça, soit selon les cas de figure, soit c'est ça. Soit on a aussi le cas de figure où on nous dit, du coup, ce texte est intéressant, mais clairement, c'est pas chez nous que ça va se faire, mais placez-le ailleurs, parce qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Ça peut arriver aussi. Ouais. Et parfois, même, on peut vous recommander quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé aussi, oui. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais directeur de revue, oui, mais j'ai reçu parfois des nouvelles qui étaient bien et que j'ai envoyées aux copains en disant, c'est pas pour moi, mais je pense que c'est pour vous. Et les nouvelles ont été prises. Donc, on a tendance à dire que, oui, cette formule et le refus, alors forcément, ça fait un peu mal, mais c'est pas quelque chose de générique, ça n'est pas une excuse, mais bon, une fois qu'on a pris un refus, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tout dépend du refus, en fait. Tout dépend du refus. J'allais dire. Si c'est justement la lettre circulaire, c'est entre vous et votre conscience. Si vous avez confiance dans votre texte, présentez-le ailleurs, réécrivez-le éventuellement pour améliorer le roman. Si vous avez reçu une lettre circonstanciée, éventuellement écrivez un autre bouquin, ou réécrivez-le en fonction des conseils. J'allais dire, adaptez-vous, en fait. En tout cas, ne pas se braquer sur un refus, ne pas se braquer sur les critiques et faire la part des choses, voir si on a eu plusieurs refus, si effectivement un défaut est pointé par tout le monde, il y a quelque chose. Essayez de cerner ce qui effectivement vient d'une inadéquation avec l'éditeur et de ce qui vient d'un défaut vraiment du texte. Mais on a conscience que c'est pas du tout évident, je veux dire, c'est très facile comme conseil à donner, mais on a un rapport intime avec son texte puisque c'est notre bébé, d'autant plus quand c'est le premier. Même avec l'expérience, ça reste quelque chose de très dur. Et même quand on est sûr de soi, même quand on est vraiment sûr du projet, ça reste très dur à encaisser. Et tout à fait, ouais. Donc c'est un conseil, mais on sait très bien que ce genre de conseils qui sont donnés à froid comme ça ne fonctionnent pas toujours. Parce qu'on on est nécessairement dans l'émotion. On a un rapport émotionnel intense avec son texte. C'est forcé. Dites-vous éventuellement que vous pourrez nourrir votre future légende à la Rowling notamment, où on dit elle a été refusée par 220 éditeurs avant de placer son livre. C'est arrivé, il y a beaucoup d'histoires comme ça sur des éditeurs qui ont été publiés au bout de on ne sait pas combien d'envois. Il faut surtout pas se décourager au premier. Voilà, il faut complètement pas se décourager au premier. Il faut pas non plus partir du principe qu'on est tous J.K. Rowling. C'est l'autre côté de la pièce. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. En tout cas, je pense que derrière, ce qui est important, c'est que bien sûr, quand on veut faire ce métier-là, quand on l'aborde de manière professionnelle, évidemment, on cherche à viser la publication. Mais la publication, même si ça peut être facile à dire quand on commence à avoir quelques bouquins derrière soi, mais moi je le pense vraiment, c'est publication n'est pas une fin en soi, l'écriture est la fin en soi. Et bien sûr, c'est une énorme déception de recevoir un refus. Mais la question qui va derrière, c'est on n'écrit pas pour être publié. Bien sûr qu'on écrit dans l'espoir d'avoir une publication, mais l'écriture n'est pas validée et la personne n'est pas validée par la publication. L'écriture se suffit à elle-même et sa propre récompense, et derrière, elle peut se prolonger à travers la publication. Mais ça me paraît important de découpler ces deux choses parce que d'excellents bouquins ont parfois été très longtemps impubliables. Je pense à La Maison des Feuilles de Danielewski, où je crois qu'il a été auto-édité d'abord parce que c'est un cauchemar de mise en page, avec 14 polices par page, etc. Donc aucun éditeur n'a été assez dingue pour se lancer dans ce truc-là, et à tel point que quand finalement ça a été publié en papier, Danielewski a fait la mise en page lui-même. Donc il y a des projets qui rencontrent pas leur époque, qui rencontrent pas leur public, etc. C'est toujours plus prudent de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon manuscrit ? Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon manuscrit et qu'est-ce que je peux faire pour écrire le suivant ?
On en reparlait sur l'épisode Talent versus Travail, hein. De toute façon, c'est la seule chose qu'on est en mesure de faire. Oui, voilà, exactement. Et puis, relativiser, même si d'avoir le premier feedback qu'on a officiel, entre guillemets, du livre est négatif, puisque c'est un refus, c'est là où, en fait, c'est des fois difficile à gérer individuellement, quand on rencontre un refus qui est finalement de son premier lecteur. Tout à fait. Mais on est tous passés par là. Et les Américains font même, entre guillemets, une compétition, notamment chez les pros, de garder tout ce qu'ils appellent les rejection slips, c'est-à-dire les lettres... Et ils en ont tous les grands succès qu'on connaît aujourd'hui, ils ont des enveloppes pleines à craquer de lettres de refus. Donc on est en bonne compagnie, en fait, aussi. Et voilà. Ce qui compte, c'est ce qu'on va écrire maintenant. Petite citation pour terminer. Allez, une citation de Colette, c'est un extrait de son discours de réception à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Et elle disait dans son discours « Je suis devenu écrivain sans m'en apercevoir et sans que personne s'en doutât. Sorti du nombre anonyme, auteur de plusieurs livres, dont quelques-uns étaient signés de mon nom, je m'étonnais encore que l'on m'appelât écrivain, qu'un éditeur et un public me traitassent en écrivain, et j'attribuais à ces coïncidences renouvelées un hasard complaisant, hasard qui, de palier en palier, de rencontre en prodige, m'a amené jusqu'ici. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.